La lettre est arrivée un mercredi matin, et non par téléphone. Ce détail a son importance car je me souviens être resté devant ma boîte aux lettres dans le froid de novembre, portant encore mes lunettes de lecture du petit déjeuner, regardant la buée de mon souffle dans l'air tout en triant le courrier habituel. Facture d'électricité, prospectus de supermarché, un catalogue d'outils que je n'achèterai jamais. Puis, au fond de la pile, une enveloppe de couleur crème, avec une adresse d'expéditeur que je ne reconnus pas. Hargrove et Blythe, cabinet d'avocat, Saint-Pétersbourg. Je suis resté là sur le trottoir pendant un long moment, à la tenir simplement. Éléonora vivait à Saint-Pétersbourg depuis 11 ans. Je suis rentré, j'ai posé l'enveloppe sur la table de ma cuisine et j'ai fini mon café avant de l'ouvrir. À 62 ans, j'avais appris que les mauvaises nouvelles n'empiraient pas en attendant. La table vacilla légèrement quand je posai ma tasse, un pied était plus court que les autres. Cela faisait 3 ans que je me promettais de la réparer. Je ne l'avais jamais fait. La lettre était brève, rédigée dans un langage professionnel et froid. Mon nom est Vikenty Olshansky. On me contactait au sujet de la succession d'Éléonora Belskaya Olshanskaya, décédée le 29 octobre après une brève maladie. J'étais nommé dans son testament. Ma présence était requise pour la lecture prévue le vendredi suivant, 14 novembre, à Saint-Pétersbourg. Ce n'était pas facultatif. La nature du legs exigeait ma présence en personne. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai posé. Éléonora était morte. Mon ex-femme, la femme que j'avais autrefois cru être l'autre moitié de tout ce que j'étais. La femme dont mon fils ne m'avait pas parlé depuis 12 ans sans mépris dans la voix. La femme qui avait bâti un empire immobilier et hôtelier valant, selon le dernier profil Forbes, environ 22 milliards de roubles. Éléonora était morte. Je suis resté assis dans cette cuisine pendant longtemps. La lumière de novembre se déplaçait sur le linoléum par degrés lents. J'ai pensé à appeler mon fils Andrian, mais je savais déjà comment la conversation se passerait. Brève, polie. D'une manière pire que la froideur. Il me demanderait si j'avais besoin de quelque chose, je dirais non, et nous raccrocherions après 4 minutes. Nous avions cette version de conversation depuis 12 ans. J'ai pensé à Éléonora à la place. À ce qu'elle était avant tout cela. Nous étions rencontrés à l'université Beaumont. Je terminais un master en génie civil, elle était étudiante en administration des affaires, travaillant 20 heures par semaine à la réception d'un hôtel pour payer ses livres. Elle avait cette qualité que j'ai remarquée immédiatement, un calme dans les moments difficiles, une stabilité qui semblait naturelle mais ne l'était pas. J'ai appris plus tard qu'elle avait grandi dans la pauvreté, l'aînée de 4 enfants, et s'était entraînée à ne pas paniquer parce que quelqu'un devait toujours être celui qui ne paniquait pas. Nous nous sommes mariés quand j'avais 28 ans et elle 26. Nous n'avions presque rien et nous étions sincèrement heureux. Andrian est né 3 ans plus tard. C'est moi qui me suis occupé des premières années, les couches, les rendez-vous chez le pédiatre, les trajets pour l'école parce que mon travail d'ingénieur pour la ville me donnait plus de flexibilité que celui d'Éléonora. Elle bâtissait déjà quelque chose à l'époque. Une petite société de gestion immobilière, qu'elle avait commencé avec 100 000 roubles et un ordinateur portable d'occasion. Je croyais en elle totalement. Je n'ai jamais douté un seul jour qu'elle bâtirait quelque chose de réel. C'est ce qu'elle a fait. À l'époque où Andrian avait 12 ans, le groupe Belskaya gérait des propriétés commerciales dans tout le pays. À ses 6 ans, elle commençait à les construire elle-même. L'argent est arrivé vite une fois lancé. Nous avons quitté notre appartement ordinaire pour un immeuble moderne dans l'ouest de Moscou. Andrian est allé dans un bon lycée privé. Je suis devenu ingénieur principal dans mon cabinet. Tout fonctionnait, jusqu'à ce que tout s'effondre. L'entreprise d'Éléonora, au moment où Andrian avait 17 ans, était devenue un partenariat avec un homme nommé Demian Belozelski. Demian avait attiré des investisseurs étrangers. Ensemble, ils avaient massivement investi par son endettement dans un projet de développement dans une grande ville portuaire. Complexe mixte censé être l'encre d'un quartier riverain revitalisé. C'était ambitieux. Mais c'était trop endetté. Et quand le locataire principal s'est retiré 9 mois avant l'ouverture, toute la structure a commencé à s'effondrer. Éléonora avait déplacé des fonds. Je savais qu'elle était sous pression. Je n'avais pas réalisé l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Déplacer les fonds des investisseurs entre les comptes, emprunter sur des actifs qu'elle ne contrôlait pas totalement. Falsifier la comptabilité pour maintenir le projet en vie assez longtemps pour trouver une solution. Elle se disait que c'était temporaire. Elle avait toujours l'intention de tout rembourser. Puis le comité d'enquête a ouvert une enquête. Je me souviens de la nuit où elle me l'a dit. Nous étions assis à notre table de cuisine, une vraie table à l'époque, en chêne massif coûteux, et elle a tout exposé de sa voix calme. Ce qu'elle avait fait, ce que cela signifierait si les enquêteurs regardaient les livres. Ce n'était pas seulement son entreprise qui était en jeu. C'était ses investisseurs. C'était Demian Belozelski, qui lui avait confié sa réputation. C'était le fonds pour les études d'Andrian. C'était tout.
Mon nom figurait sur plusieurs comptes professionnels. En tant qu'époux, en tant que co-signataire sur certains documents d'actifs, j'avais un accès légitime. Cet accès pouvait ressembler à de la participation pour un enquêteur. Elle ne m'a pas demandé de faire ce que j'ai fait ensuite, je veux que ce soit clair. Elle a exposé la situation. Elle a pleuré. Je suis resté assis là et j'ai pensé à Andrian, 17 ans, se préparant pour l'université, si fier de sa mère, si certain que notre famille était bâtie sur quelque chose de solide. J'ai pensé à ce qu'une condamnation pour fraude ferait à Eleonora, à tout ce pourquoi elle avait travaillé depuis qu'elle était cette jeune fille de 20 ans à la réception d'un hôtel. Je lui ai dit que je m'en occuperais. Je suis allé voir les enquêteurs et je leur ai dit que j'avais géré les comptes de manière indépendante, que les irrégularités étaient les miennes, qu'Eleonora m'avait fait confiance et que j'avais trahi cette confiance. Mes avocats ont travaillé pour façonner ce récit. J'avais un casier judiciaire vierge. J'étais coopératif. J'avais accès au compte et, sur le papier, la capacité d'effectuer les transactions qu'elle avait faites. J'ai perdu ma licence d'ingénieur. J'ai été condamné pour fraude financière. J'ai purgé 26 mois dans une colonie pénitentiaire. Quand je suis sorti, j'avais 53 ans, et le monde s'était réorganisé autour du trou laissé par mon ancienne vie. Eleonora avait demandé le divorce 14 mois après le début de ma peine. Elle m'a rendu visite 2 fois. La deuxième fois, elle s'est assise en face de moi et a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle s'occuperait d'Andrian, et s'assurait que je ne manque de rien à ma sortie. Je lui ai dit de se concentrer sur notre fils. Je lui ai dit de bâtir quelque chose de bien avec la seconde chance que je lui avais donnée. Je voulais juste qu'elle aille bien. Je voulais juste qu'Andrian grandisse avec quelque chose d'intact. Andrian avait 19 ans quand je suis parti en prison. À ma sortie, il en avait 22. Et avait déjà décidé qui j'étais. Sa mère avait été très prudente. Elle n'avait jamais rien dit de direct contre moi. Pour mon fils, la vérité était évidente. Son père avait secrètement trahi la confiance de sa mère, commis un crime financier, fait de la prison et brisé la famille. Andrian a comblé les blancs, tout seul. J'ai essayé pendant des années de le joindre. Non pas pour lui dire la vérité, j'avais pris une décision à ce sujet, mais simplement pour être son père, de la manière, aussi petite soit-elle, qu'il permettrait. Je suis allé à sa remise de diplôme à la faculté de droit, je me suis assis au fond et je suis parti tôt. J'ai envoyé des cartes. J'ai appelé pour ses anniversaires. Il décrochait, toujours, parlait aussi longtemps que la courtoisie l'exigeait, puis, disparaissait de nouveau. J'ai reconstruit ce que je pouvais. J'ai trouvé du travail de consultant des analyses d'ingénierie en coulisses qui ne nécessitaient pas de licence. Cela payait assez pour mon appartement à Moscou. J'avais une table à dessin dans la chambre d'amis où je travaillais sur des projets que personne ne construirait. Jamais. Des ponts, des centres communautaires, des écoles. Je dessinais parce que je devais faire quelque chose de mes mains, et parce que les bâtiments dans ma tête étaient encore bons, même si personne ne me laisserait jamais les mettre au monde. Je suis arrivé à Saint-Pétersbourg le jeudi soir, j'ai pris une chambre et je suis resté éveillé la majeure partie de la nuit. Je n'avais aucune idée de ce qu'Eleonora m'avait laissé. Je pensais vaguement que c'était probablement un geste symbolique assez pour signaler qu'elle se souvenait, pas assez pour signifier quoi que ce soit de réel. Un simple geste. J'étais presque soulagé par cette pensée. Les bureaux de Hargrove et Blythe se trouvaient au 21e étage. La salle de conférence était vaste, avec des fauteuils en cuir. Plusieurs hommes d'affaires étaient déjà assis, les gens d'Eleonora, supposais-je. Et à l'autre bout de la table, posant son téléphone, se trouvait mon fils. Andrian avait 40 ans, maintenant, beau et calme. Son visage devint neutre quand il m'aperçut. « Papa », dit-il. « Andrian », répondis-je, et je m'assis. L'avocate, Rebecca Thor, entra. Elle expliqua qu'Eleonora avait laissé des instructions spécifiques. Rebecca commença par les legs caritatifs et les bourses d'études. Andrian hochait la tête patiemment. Puis Rebecca dit, « À mon fils, Andrian Olchanski, je lègue la somme de 50 000 roubles. » Il y eut un silence de mort dans la pièce. Andrian décroisa les bras. « Pardon » dit-il doucement. « Il y a plus » dit Rebecca. « Votre mère a laissé une lettre. » Elle précisa qu'elle devait être lue à voix haute. Rebecca commença à lire avec la cadence mesurée d'Eleonora. « À ce présent aujourd'hui, j'ai passé 12 ans à bâtir quelque chose dont j'étais fier. Et je ne peux quitter ce monde sans reconnaître sur quoi cela a été bâti. Pas seulement mon propre effort et ma propre vision, mais aussi une dette. La nuit du 8 mars 2008, j'ai pris une série de décisions financières qui constituaient une fraude. J'ai déplacé les fonds des investisseurs, j'ai falsifié des registres. Mon mari, Vikanti Olchanski, a pris la responsabilité de ce que j'ai fait. Ce n'est pas lui qui a déplacé l'argent. Il est allé en
Colonie pénitentiaire pendant 26 mois pour un crime que j'ai commis. Il a perdu sa licence, sa carrière, son mariage et sa relation avec son fils. Je l'ai laissé faire. Je me suis dit que je trouverais un moyen de le rembourser. J'avais tort. Andrian, ton père n'est pas l'homme que je t'ai laissé croire qu'il était. Tout ce que tu as décidé à son sujet était basé sur un mensonge que j'ai permis de maintenir. Ton père est la personne la plus intègre que j'ai jamais connue. Il ne te l'a jamais dit parce qu'il pensait que protéger l'image de ta mère était plus important que sa propre réputation. Rebecca posa la dernière page. Andrian fixait la table, respirant avec précaution. Ce n'est pas possible, dit-il. Cela n'a aucun sens. Il y a plus, dit Rebecca. Elle sortit un petit disque dur. Votre mère a préparé une déposition vidéo sous serment 4 mois avant sa mort. Eleonora apparut sur un écran. Elle semblait vieillie par la maladie, mais sa voix était ferme. Andrian, je te demande de déconstruire la version des événements avec laquelle tu as vécu. Ton père est allé en prison parce qu'il nous aimait. Je te dis la vérité maintenant parce que je ne veux pas que tu passes le reste de ta vie à traiter un homme de bien comme un étranger. Andrian restait là, les mains sur le dossier de sa chaise, respirant fort. Rebecca reprit la parole. Le reste de la succession de votre mère s'élève à environ 22 milliards de roubles. Elle a légué l'intégralité de cette somme à votre père, à une condition. Rebecca lut. À Vikenty Olshansky, je laisse tout ce que j'ai bâti avec l'idée que cela soit utilisé pour faire le bien. Tu as toujours été meilleur que moi pour cela. Tu savais à quoi servaient les bâtiments. Moi, je savais seulement ce qu'ils valaient. La seule condition est celle-ci. Trouve Demian Belozelski et assure-toi qu'il sache que je suis désolé. Assure-toi que sa famille soit prise en charge. Pour le reste, tout est à toi. Fais-en quelque chose de réel. La voix d'Andrian brisa le silence. Depuis combien de temps le sais-tu? Je l'ai appris en même temps que toi, dis-je. Je ne savais pas que tout cela arrivait. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Tu aurais pu me le dire. Parce qu'elle était ta mère, répondis-je. Parce que tu avais besoin qu'elle soit quelqu'un dont tu pouvais être fier. Je n'allais pas t'enlever ça. Andrian se rassit et fixa ses mains. Quand il leva les yeux, ils étaient humides. J'ai dit aux gens que mon père était un criminel. Je l'ai dit à mes clients, à mes amis. J'ai dit à la femme que je fréquentais que mon père avait fait des choix terribles. Tu ne savais pas. J'aurais dû poser plus de questions. Tu avais 19 ans, Andrian. On ne cherche pas des raisons de démolir des histoires qui tiennent debout. Quelques minutes plus tard, il ne restait plus qu'Andrian et moi. Je ne sais pas comment faire ça, dit enfin Andrian. Je ne sais pas comment être en colère contre elle maintenant qu'elle est partie. Je ne sais pas comment m'excuser auprès de toi pour ces 12 ans. Je ne sais pas qui je me suis efforcé de devenir si ce contre quoi je luttais n'était même pas réel. Tu es devenu un bon avocat, dis-je. C'est réel. Il s'avère que j'essayais de ne pas être quelqu'un qui n'a jamais existé. Nous avons dîné ce soir-là et parlé davantage en 3 heures que lors de la décennie précédente. Je suis rentré chez moi le lendemain matin. Les mois suivants furent remplis d'avocats et de comptables. La première chose que je fis fut de trouver Demian Belozelski. Il vivait dans une banlieue tranquille, à la retraite. Je lui dis la vérité. Il m'écouta en silence. J'ai toujours senti que quelque chose clochait, admit-il. Nous nous sommes rencontrés en personne et avons mis sur pied une fondation axée sur le logement abordable pour les travailleurs. J'ai alloué 9 milliards de roubles pour la dotation. Demian a rejoint le conseil d'administration. J'ai gardé un peu d'argent sans extravagance. J'ai acheté une maison dans une région montagneuse avec une pièce pour une véritable table à dessin. J'ai déposé une demande pour réintégrer mes droits professionnels, et finalement, le Conseil de l'Ordre m'a accordé une restauration conditionnelle. J'ai recommencé à concevoir de vrais projets. La Fondation m'a chargé de concevoir un complexe de 48 unités à Saint-Pétersbourg. Nous avons posé la première pierre à l'automne. Andrian est venu pour la cérémonie. Après, nous avons marché sur le site. Elle en aurait été fière, dit-il. Nous passons plus de temps ensemble. Des dîners, des appels téléphoniques. Il est venu me voir et a regardé mes dessins. C'est vraiment bien, papa, a-t-il dit. C'était la première fois qu'il m'appelait ainsi sans que ce mot ne pèse une tonne. 1 an après la mort d'Eleonora, Andrian a prononcé un discours lors du premier événement de la Fondation. Il a parlé d'un homme qui était allé en prison en silence, et comment la Fondation était l'excuse d'un fils à son père et le cadeau final d'un père à une femme qui avait besoin de rédemption. Après coup, nous nous tenions sur la terrasse. J'ai réfléchi à pourquoi tu l'as fait, a dit Andrian. Tu l'aimais. Pas stratégiquement, pas par calcul. Tu l'aimais, tout simplement. Et tu t'es interposé. C'est à peu près ça, répondis-je. Je ne sais pas si j'ai déjà aimé quelqu'un de cette façon, admit-il. Tu le feras.
Tu en es capable. Tu t'es interposé devant des choses. Toute ta vie. Tu ne savais juste pas pour qui tu te battais. Andrian se marie au printemps. Je veux que tu sois au premier rang, papa, m'a-t-il dit. La semaine dernière, j'ai terminé le nouveau design d'une bibliothèque publique. C'est un vrai bâtiment, pas un rêve. Je pense à Eleonora, et je pense à nous dans notre premier appartement, absolument certain que nous avions toute l'éternité devant nous. Je pense à Andrian m'appelant papa. Et je me dis que tout cela est encore une vie. Une vraie vie. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et je la visse.